Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ça y est, les frontières ont rouvert entre la Suisse et la France après plusieurs semaines de fermeture du fait du coronavirus. On parle dans un instant du bilan de cette crise pour le Grand Genève avec la députée de la Haute-Savoie Virginie Duby-Muller et le président du Conseil d'État genevois Antonio Odgers. Mais juste avant, un petit tour de l'actualité. La RTS est de retour sur les écrans de France voisine. Les chaînes n'étaient plus diffusées depuis le 3 juin 2019 avec l'arrêt de la TNT par la RTS. Des accords ont été trouvés au sein de l'agglomération du Grand Genève pour que les chaînes suisses soient à nouveau captées de l'autre côté de la frontière. Attention, pour cela, il faut un téléviseur de moins de 6 ans car les émissions sont désormais en haute définition. Il faut sinon s'équiper d'un boîtier TNT. 3/4 des 5700 élèves genevois domiciliés hors de Genève vivent en France voisine. Les chiffres viennent du service de recherche en éducation, le SRED. Le nombre d'élèves frontaliers dans les écoles primaires a diminué de 11% depuis 2018. À cette époque, le règlement des admissions à l'école genevoise a changé pour les élèves frontaliers. Le coronavirus a traversé les frontières et forcément cela a un impact sur la région du Grand Genève. On en discute avec nos deux invités, Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie, et le président du Conseil d'État genevois Antonio Odgers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On se trouve actuellement sur cette voie verte qui a été fermée pendant de longues semaines. Elle est rouverte maintenant. Votre sentiment ? Écoutez, c'est un beau symbole d'être présents tous les deux ce matin pour la réouverture de cette voie verte. Il y a eu des points de frontière qui ont été fermés, d'autres ont pu être réouverts. Celui-ci, malheureusement, n'a pas pu l'être, alors qu'il y a environ 4 à 6 000 cyclistes qui le fréquentent par jour et que par ailleurs, cela permet de favoriser les mobilités douces. Et donc aujourd'hui, il était important de se retrouver suite à cette longue période qui a, diminué les déplacements entre nos deux pays. On a vu pendant cette crise des élus français qui étaient un petit peu agacés de cette non-ouverture de la voie verte alors qu'il y avait des points de passage un petit peu de partout. Pas sur cette voie verte qui est pourtant un symbole du Grand Genève qui a été créé il y a très peu de temps. Comment on explique qu'on n'ait pas pu réouvrir cette frontière-là pendant la crise ? Les élus français étaient agacés et les élus suisses tout autant. En réalité, il y avait vraiment une conjonction de vues de tous les élus au niveau local, d'ailleurs des municipalités et des départements. Mais c'est vrai que les douanes qui se gèrent à Berne et à Paris ont leur propre logique. Et il était assez absurde du point de vue du Grand Genève, du déplacement au quotidien, de garder cette frontière fermée. Mais on nous a expliqué que comme il n'y a pas de poste frontière, c'était finalement une décision de la part des autorités douanières des deux pays que de ne pas rouvrir ici la voie verte parce que cela aurait impliqué jusqu'à hier de mettre des hommes et des femmes, des douaniers de contrôle et 100 points de ravitaillement, etc. Donc voilà la raison pour laquelle la mobilité douce a été péjorée durant ces dernières semaines alors que peu à peu les autres frontières automobiles ont été assouplies quand même. Revenons sur une date, le 17 mars. À ce moment-là, des blocs de béton sont installés aux petites douanes du canton, autour du canton de Genève avec la France. On a seulement des grands passages frontières avec des contrôles très stricts. Est-ce que vous pensiez voir ça un jour ? Non, jamais je n'aurais imaginé cela, alors même qu'on est en train de construire le Grand Genève, qu'on a inauguré ensemble des grands projets d'infrastructures transfrontalières. Il faut savoir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas eu ces fermetures strictes des frontières et de voir apparaître ces gros blocs de béton, ces douaniers, ces gardes-frontières avec des contrôles des flux très stricts. Effectivement, c'était très choquant, très étonnant et cela nous rappelle à quel point nous avons des liens très ténus entre nos deux pays et sur ce bassin de vie. Donc évidemment, on l'a compris parce que c'était des raisons sanitaires qui prévalaient. Et comme l'a rappelé Antonio, ce sont nos gouvernements qui décident, Paris et Berne. Mais évidemment, nos compatriotes ont été choqués de voir la rapidité d'installation de ces postes frontières. Ça nous ramène quand même à une idée, c'est que la frontière, elle existe malgré tout, même si on essaye de faire exister ce Grand Genève. Effectivement, et c'est la beauté, la complexité de la construction finalement de notre métropole binationale, c'est-à-dire qu'elle se situe sur une frontière qui, avec les accords de Schengen d'une part, les accords de libre circulation d'autre part, a tendance à se gommer dans le quotidien. On voit passer les vélos, les gens vont et viennent pour des raisons professionnelles, loisirs, tourisme,
tourisme, on voit la famille se promener. Et bien tout d'un coup, les États-nations se rappellent à nous et rigidifient ce qui est finalement au quotidien quelque chose de pratiquement inexistant ou de très abstrait. Moi j'expliquais ça tant du côté français que du côté suisse, c'est imaginer que le Grand Lyon ferme ses frontières à Lyon, ou imaginer que la ville de Zurich ferme ses frontières au canton de Zurich. Il faut se projeter dans les organisations urbaines comme ça pour se rendre compte de la difficulté que ça implique. Mais justement, pendant plusieurs semaines, on l'a vu dans vos conférences de presse, vous avez plaidé pour une réouverture de la frontière au niveau du Grand Genève. Mais Berne et Paris n'ont pas du tout entendu vos appels. C'est très difficile de faire exister aujourd'hui une métropole transfrontalière. En cas de crise sanitaire, ce qui reste heureusement exceptionnel. Et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas entendu. Les rapports avec l'ambassadeur, par exemple, de France en Suisse, au niveau du préfet, ou le rapport avec les autorités douanières suisses nous ont permis d'ouvrir plus de douanes, d'obtenir des assouplissements. Et à la fin, il faut dire qu'il y avait une volonté plus grande, en tout cas. Alors, c'est les on-dit, parce qu'après chacun joue à ça, mais du côté suisse d'ouvrir plus, mais c'est vrai que du côté français on nous a expliqué qu'il n'y avait pas les effectifs, parce que quand vous ouvrez une douane, vous êtes obligé de contrôler de par l'obligation faite par votre gouvernement, les passages, en tant soit peu du moins. Et donc si vous n'avez pas les effectifs pour contrôler une douane, la conséquence c'est que vous la laissez fermer complètement, et c'est ce qui est arrivé à la voie verte. Mais je pense que dans le fond, d'un point de vue rétrospectif, tant qu'on était dans la phase la plus dure de la crise, et notamment en France avec un confinement strict où les Français n'avaient pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez eux, sauf de manière dérogatoire, je crois que c'était normal d'avoir une restriction forte aux frontières. Après, avec l'assouplissement, les 100 km qu'il y a eu, et puis depuis maintenant 2 semaines, on peut faire Marseille-Nantes sans problème, on peut faire d'ailleurs Genève à Penzel sans problème, mais on ne pouvait pas faire Genève-Annemasse à vélo jusqu'à ce matin. Et c'est dans cette deuxième phase, je dirais, des étapes du déconfinement où les frontières se sont encore plus durement fait sentir, parce qu'on voyait que dans chaque pays ça s'assouplissait, puis les gens pouvaient reprendre une certaine liberté de mouvement, mais pas nous, quelque part, nous les grands Genevoises et les grands Genevois. Si on regarde pendant la crise, ceux qui pouvaient passer, c'était les frontaliers. Il y a eu des critiques, notamment à Genève, du fait de ces flux, puisque voilà, il y a du monde qui passe sur cette voie verte. Il y a eu certaines critiques, voilà, parce qu'on essayait de confiner au maximum, de garder les gens chez eux, éviter de sortir de chez vous. Et puis on avait ce flux chaque jour qui arrivait en Suisse. Forcément, les critiques ont émergé. Comment est-ce que vous les avez prises, vous, côté français? C'était presque normal aussi cette réaction? Oui, et on a eu les mêmes critiques côté français parce qu'on avait aussi certains Suisses qui revenaient malgré tout en France. Et donc, eh bien, des interrogations de certains en se disant est-ce que ça ne va pas favoriser justement le déplacement de la pandémie? Mais je crois que ce qui était important, évidemment, c'était que les travailleurs frontaliers puissent continuer à le faire, notamment les personnels soignants. Et en la matière, je rappelle que les Français ont accepté que nos personnels ne soient pas réquisitionnés, notamment ceux qui travaillent au HUG. Et moi, ce que je constate, c'est que localement, je dirais, les élus de part et d'autre de la frontière ont essayé de faire évoluer les choses positivement. Et après, ce sont souvent, encore une fois, Paris et Berne qui ont restreint les déplacements. Alors s'agissant des frontaliers, voilà, moi j'ai été favorable évidemment à ce qu'ils puissent continuer à travailler, à faire tourner l'économie genevoise. Et puis lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que l'épidémie a bien été contenue à la fois côté genevois et côté français, notamment Haute-Savoie. Il y a eu aussi des critiques, puisque les mesures françaises étaient un petit peu plus strictes que le semi-confinement suisse. Des critiques notamment de la part du sénateur Loïc Hervé. Vous comprenez que ça ait pu agacer ces différences de mesures? Oui, parce que finalement, c'est des mesures, les mesures que nous avons prises au niveau des gouvernements sont très liberticides. C'est des restrictions extrêmement fortes des libertés individuelles dans le cadre d'une démocratie que sont les nôtres. Donc par conséquent, c'est normal qu'il y ait un débat. Il y a aussi des cultures différentes, et c'est un peu le sens de ma réponse au sénateur. Eh bien, peut-être qu'en Suisse, le semi-confinement, c'est-à-dire basé sur la responsabilité individuelle en grande partie, suffisait pour obtenir le même résultat sanitaire. Et finalement, on s'est rendu compte quelques semaines après, c'est que la pandémie avait diminué en Suisse de la même manière qu'elle avait diminué en France. Mais pour revenir, c'est vrai, sur la symétrie
faut le dire quand même, pendant plusieurs semaines où on avait au bout d'un moment 70 000, 80 000 frontaliers chaque jour qui venaient, on disait c'est dangereux pour la circulation, mais ça montre bien à quel point Genève dépend, son économie dépend, son activité hospitalière dépend des travailleurs transfrontaliers. Puis en même temps, c'est vrai que c'était très difficile pour les résidents suisses d'aller voir leur famille en France, leurs résidences secondaires et l'autre part du Grand Genève, qui n'est pas le permis de travail, mais qui fait que la frontière se franchit finalement très fréquemment. Le seul aspect positif, si tu me permets Virginie, c'est que les Genevois ont dû faire leurs courses à Genève et ça pour moi je trouve On y reviendra, justement, on y Au reviendra. tourisme commercial important. Voilà. On va y revenir dans un instant, mais avant un petit mot sur le médical, puisqu'on sait qu'entre Genève et puis les départements français, il y a des accords sur le secteur médical. C'était la première fois qu'on voyait vraiment la chose se matérialiser. Oui, un accord sanitaire qui était très important, à la fois pour traiter des patients français. C'est ce qui a été fait par les HUG. Il faut savoir qu'au HUG, il y a quasiment plus d'un soignant sur deux qui est français. Donc on voit bien évidemment qu'il y a une nouvelle fois une interdépendance. Et quelque part, c'est le premier employeur de la Haute-Savoie. Donc on voit à quel point les HUG ont un rôle important aussi dans l'économie haut-savoyarde. Donc côté français, évidemment, nous avons permis à nos personnels soignants de continuer évidemment d'aller soigner dans ces établissements. On a même facilité leur accès via une voie automobile qui leur était dédiée. Et en cela, moi je salue le travail de Mauro Poggia avec notre préfet de Haute-Savoie qui a permis au personnel soignant de ne pas passer trop de temps le matin dans les bouchons pour aller évidemment sur place dans les établissements de santé et soigner les malades du Covid. Donc cet accord de santé, évidemment, il était important, mais il montre que lorsqu'on est dans un même bassin de vie, il faut qu'il y ait des échanges et que parfois ce sont des hôpitaux à Genève qui vont soigner des personnes de la région Grand Est parce que nous avions eu, surtout dans cette région, un problème pour les lits de réanimation où, suite à cet événement évangélique, en fait, on a eu plus de 1500 personnes contaminées en très peu de temps et en fait, c'est vraiment à partir de là qu'on a eu du mal à gérer la crise en France. Je dirais que dans les autres points de la France, ça a été plutôt contenu et d'ailleurs en Haute-Savoie, nous avions eu 2 clusters à la Balme de Sillingy, au Contamine Montjoie. Les choses avaient été bien gérées, mais je crois qu'à cause de ce qui s'est passé dans la région Grand Est, nous avons été dépassés et heureusement, nous avons pu compter sur le soutien à la fois des autres régions françaises, mais aussi des pays frontaliers tels que l'Allemagne et aussi la Suisse. Quand on voit aussi ces échanges entre guillemets de patients, c'est quelque chose qu'on avait peu vu jusque-là. Il y a certains politiciens qui appellent à ce qu'au niveau médical, ce soit encore plus encouragé. Les HUG, c'est quand même un pôle universitaire aussi pour l'ensemble de la région, même au-delà des frontières genevoises. Est-ce qu'on peut le matérialiser ça très concrètement ou est-ce qu'après la crise, ça va être oublié ? Non, au contraire, en fait ça se faisait déjà, c'est pas du tout la première fois que vous voyez des ambulances françaises franchir la frontière et amener des patients. Donc la collaboration hospitalière, elle se fait dans notre région, elle se fait ailleurs parce que la philosophie même de la santé oblige de donner la meilleure prestation possible et de partager finalement quelque part le fardeau si un hôpital peut être surchargé par rapport à un autre. Mais ça a été dit, les HUG sont un hôpital universitaire de la région et la région ça va dans les deux sens et c'est normal que cet hôpital accueille aussi des patients d'une part du Grand Genève, c'était la plupart des patients français venaient de la région, puis en plus dans le cadre d'une solidarité alors là plus large et organisée de manière exceptionnelle, nous avons pu effectivement amener par hélicoptère 2 patients du Grand Est, mais ça dans le cadre d'un soulagement comme les hôpitaux avaient accueilli aussi à l'époque, souvenez-vous, des malades de l'Ebola qui venaient de Cuba et donc la collaboration, vous voyez, en matière de santé, elle est même internationale parfois. Mais en l'occurrence ici, c'est vraiment, pour revenir sur l'échelle de la région, régulièrement des patients français sont soignés au HUG, donc je pense qu'il faut maintenir cette voie-là et montrer que ma foi, on ne peut pas avoir 2 grands hôpitaux dans une région, on en a un et il est pour tout le monde. En termes de tourisme d'achat, vous l'avez évoqué, Antonio Hodgers, c'est ce que vous regrettez un peu, le fait que les Genevois vont pouvoir repasser de l'autre côté de la frontière pour faire leurs achats. Mais finalement, on a vu aussi pendant la crise tous ces commerces qui sont de l'autre côté, qui dépendent beaucoup du tourisme d'achat suisse, qui sont en perte de vitesse. C'est aussi ça le Grand Genève, c'est aussi ces échanges. Effectivement, on peut
On ne peut pas vouloir l'ouverture que d'un côté. Une porte, ça se franchit dans les deux sens finalement, dans la mesure du moment qu'elle est ouverte. Et c'est ça la libre circulation des personnes, avec la libre circulation aussi des biens. Mais il est vrai que voilà, c'est quand même avec, depuis une dizaine d'années notamment, avec l'euro faible, hein, vous voyez, il y a une grande différence de prix qui a quand même très fortement accentué la perte de clients des commerçants genevois, des grands, des petits d'ailleurs. D'autres y gagnent quand même. On avait fait les études qui montraient qu'il y a beaucoup de Français qui viennent faire leurs courses à Genève pour certains produits, notamment Ikea ou d'autres enseignes. Deuxième chose, si je peux me permettre aussi cette remarque, c'est qu'en Suisse, nous avons la tradition des réseaux alimentaires type Coop, Migros, Denner de proximité. On va faire ses courses près de chez soi, généralement à pied. Et puis on va en faire plusieurs fois par semaine. En France, il y a plutôt la tradition des grands centres commerciaux en dehors des agglomérations où on va en voiture évidemment et on remplit son coffre. Et Virginie Duby-Muller, comment vous réagissez en entendant ces mots? Moi, évidemment, je comprends les arguments d'Anthony Hodgers. En France aussi, on a tenu à favoriser le commerce de proximité, à faire en sorte que les Hauts-Savoyards aillent se fournir directement chez les producteurs via des drives et autres, et revenir vers des circuits courts. Je dirais que c'est du bon sens. Éviter de faire venir ces pommes d'Amérique du Sud quand elles sont faites dans le VUH. C'est donc du bon sens. Après, évidemment, je crois qu'il y a de bonnes choses dans nos deux pays et il faut favoriser ces flux, ce qu'on appelle ce tourisme commercial. Nous, effectivement, je sais que les commerces, les restaurants attendent le retour des clients suisses. Et c'est vrai que la question du taux de change est aussi importante en ce moment et favorise évidemment, je dirais, ce retour. Mais voilà, côté français, on aime aussi aller à Genève, faire ses courses, aller dans les musées. Et encore une fois, il faut une réciprocité de la part des deux pays. Bon, on verra comment ça évolue dans les prochaines semaines, mois, voir si la crise peut-être a eu des effets aussi sur le Grand Genève. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et comme chaque mois, on s'intéresse au grand chantier en cours dans le Grand Genève. Cette fois, la plage des Eaux Vives, elle a été impactée par la crise du coronavirus. Initialement, elle devait ouvrir le 16 mai. Ce qu'on a derrière nous, c'est la plage publique des Eaux Vives qui est en train de se terminer pour être ouverte en août. On avait respecté les plannings, les coûts et c'est vrai qu'au 15 mars, quand tout s'arrête, c'est un petit peu dur. Mais bon, ben voilà, on ne pouvait pas se battre contre finalement ce virus. Donc on travaille avec moins d'ouvriers, on doit adapter les installations, les tâches. Donc on avance un petit peu moins vite qu'au moment où on a décidé de tout arrêter. Là, on a un nid de cygnes, on a dû déplacer le plus doucement possible pour pouvoir finir nos aménagements. Donc ça a très bien marché, le cygne continue à couver, c'est super. Au niveau de baby plage, on a encore des petits aménagements à faire, un dallage en béton. On vient de entièrement finir d'ensemencer le parc, donc le gazon pousse. On a mis en place les grèves maintenant. On a une rampe handicapée qui va être posée à partir du mois de juillet. On est en train de terminer le restaurant le restaurant de la plage. On a le port qui est finalement quelque chose qui rentre déjà en fonction maintenant. On a les premiers bateaux qui commencent à arriver, les dériveurs qui arrivent. Et il nous restera pour la fin d'année en fait le bâtiment de la pêche avec les pêcheurs professionnels et les closeries qui lui va être prêt pour le mois de novembre-décembre. Alors le 22 août, je serai en vacances. Je ne serai pas du tout ici. C'était des vacances qui étaient planifiées depuis longtemps, donc je ne serai même pas là à l'ouverture officielle de cet aménagement, mais c'est aux Genevois de profiter de l'endroit. Le lac, bien sûr, mais aussi d'autres endroits un peu moins connus à découvrir dans le canton. Le jardin botanique alpin a pu réouvrir le 6 juin grâce au déconfinement. C'est notre découverte du mois. C'est un trou de verdure où chante la nature. Un îlot pour tenter de se couper de la circulation avoisinante. Découverte du jardin botanique alpin de Meyrin.
Alpin, ça fait forcément penser à la montagne. Pourquoi la montagne en plein cœur de Meyrin? Donc effectivement, à la modeste altitude de 445 mètres, ça peut paraître saugrenu. Historiquement, le jardin botanique alpin était une propriété privée acquise en 1915 par un négociant en tissu, M. Amable Gras, qui était passionné de rocailles, parce qu'à cette époque-là, il y avait un certain engouement pour ce type de végétation. C'est la raison pour laquelle il a fait aménager des rocailles pour accueillir des plantes alpines de haute altitude. Il est racheté en 1960 par la ville de Meyrin. Reste de se passer une photographie dans un magazine célèbre de l'époque. Le responsable du jardin nous guide dans cet espace, un peu différent aujourd'hui. On voit sur cette photo, 1932, un jardin avec toujours cet arbre-là qui était beaucoup plus petit, et puis avec des rocailles de toutes les couleurs. Il a un peu changé le jardin aujourd'hui. Effectivement, les arbres ont beaucoup grandi et on en est très content. Par contre, les nombreuses plantes alpines ou plantes de rocailles qu'on voyait croître et prospérer en plein soleil ont disparu. Le milieu s'est refermé, il est plus ombragé, la concurrence racinaire est importante. Donc il faut, si on veut conserver un joli choix de plantes alpines, recréer des rocailles en plein soleil, en situation ouverte. Dans le jardin, des espèces venant des montagnes, locales ou plus lointaines, mais aussi des plantes acclimatées à la région. Le centre névralgique du jardin, c'est la serre. Alors que là, on a des semis qui sont plus récents, avec des petites plantules qu'on y réalise beaucoup de semis destinés à enrichir les rocailles, à les compléter. On sait qu'on a certaines plantes qui ont une durée de végétation, une longévité qui est faible, donc il faut assurer continuellement leur remplacement. Et puis aussi, on a le souhait d'enrichir ces collections. Quand vous nous parlez, vous avez des petites étoiles dans les yeux. C'est un métier passion? Oui, c'est indispensable. La plupart des plantes que l'on cultive ici, on ne les a pas apprises à l'école. Donc il faut vraiment être un peu fondu, il faut s'intéresser fortement à ce qu'on fait pour progresser, tout simplement. Et puis Dame Nature est tellement riche, la palette végétale est immense, on est apprenti toute notre vie. Et puis c'est aussi une école de modestie, d'humilité. Les semis ne fonctionnent pas toujours, certaines plantes ont une croissance qui est très lente. Donc c'est un travail qui doit être assez méthodique et puis également suivi. Il faut être tenace. Dans la maison du jardin, un autre travail de l'ombre, lieu inaccessible au public. On y trouve une autre passionnée, Caroline Jeanneret. Je suis en train d'extraire des graines de plantes qu'on a récoltées. Parce que chaque année, on essaie de faire des sorties en nature pour aller récolter des semences qui nous servent après pour faire l'index séminum et puis faire des sachets qu'on pourra après envoyer dans le monde entier suite aux demandes des jardins botaniques. C'est vraiment un système d'échange, il n'y a rien de financier, c'est vraiment un échange gratuit entre jardins. Qu'est-ce que ça apporte, ces échanges de graines? Chaque année, on reçoit les index des autres jardins, on regarde, on pointe, tiens, cette espèce, on l'a pas, on pourrait d'un coup agrandir notre collection dans les rocailles. Après, selon les zones géographiques, on va aussi peut-être compléter nos collections. Et du coup, après, chaque jardin a peut-être des besoins ou recherche des plantes différentes. C'est justement après une partie du travail de devoir pointer tous ces index. Dans le jardin, ces plantes se retrouvent au fil des allées. On y croise aussi chèvres et poules protégées. Et puis comme chaque été, des artistes commencent à investir les lieux. Ça fait 4 ans maintenant qu'on invite chaque année 6 artistes à venir travailler dans le jardin, à nous proposer des installations, parfois avec un thème, parfois sans thème. Et puis ils interrogent finalement les enjeux autour de ce jardin, le rapport homme-nature, les changements climatiques, la biodiversité, le rapport urbain, ville, campagne, etc. On en a certains qui sont inspirés de l'actualité, on pense notamment à Florian Barre avec ses petits cartels sur toutes ces plantes, ses étiquetages renouvelés, une dimension un petit peu dystopique où il se projette dans un futur un petit peu noir, sombre, où beaucoup de ces plantes auraient disparu, pour nous sensibiliser finalement à la perte de la biodiversité. Le jardin s'anime aussi de nombreuses activités, des conférences aux ateliers. Cet été, il sera même possible de pratiquer le yoga en plein air.
On a envie de pouvoir rendre cette pratique accessible, autant le yoga que la pleine conscience, à tous les publics. Et on propose tous nos cours à prix libre. Donc chacun donne ce qui lui semble juste en fonction de ce qu'il peut mettre. Et puis on va faire la même chose ici. Qu'est-ce que ça change de faire du yoga, de la pleine conscience dans un lieu comme ça? Ça va nous permettre de nous connecter aux arbres et puis de bénéficier de tout le calme qu'un jardin peut dégager. Ça va être magnifique parce que les arbres et tout s'y prête pour être dans un endroit serein. Une balade pour changer d'air et croiser quelques visiteurs peu farouches. Voilà pour cette émission. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique. À très vite.